Ma sœur a engagé des détectives privés pour prouver que je mentais à propos de mon entreprise. Elle avait prévu de m'humilier à la fête de grand-mère, jusqu'à ce que les agents entrent avec des menottes. Je sors de ma Tesla noire, et l'air d'automne du Colorado me frappe le visage comme une gifle du passé. 5 ans. 5 ans que j'ai quitté la vie de cette famille avec rien d'autre que mes compétences en programmation, et une promesse qui résonne encore à mes oreilles. Regardez-moi. Le Prairie Hills Country Lodge se dresse devant moi, son entrée en marbre scintillant sous le soleil couchant. 120 invités à l'intérieur, célébrant le 78e anniversaire de grand-mère Myriam. Ils n'ont aucune idée de ce qui s'en vient. Mon téléphone vibre contre ma paume. Nolan Pierce, mon directeur des opérations, n'envoie jamais de SMS sauf si c'est urgent. Le bureau du procureur général a confirmé que l'audit de Myriam corrobore leur dossier. Le mandat est actif. Cela pourrait arriver ce soir. Mes doigts se resserrent autour de l'appareil. Bureau du procureur général. Mandat. Ce soir. Les mots devraient me terrifier, mais au lieu de ça, je sens quelque chose de froid et de tranchant s'installer dans ma poitrine. La justice. Peut-être. Ou une réhabilitation. J'ajuste mon blazer Armani à 3000 $, le tissu anthracite me va comme une armure. La même famille qui m'a rejeté comme une ratée il y a 5 ans n'a aucune idée que leur déception dirige maintenant un empire de la cybersécurité de 180 millions de $. Regardez-moi. Je murmure aux marches de marbre, mais même en le disant, mes mains tremblent. Le souvenir m'envahit comme il le fait toujours. Ce dîner, il y a 5 ans. La salle à manger de la famille Grant avec sa table en acajou prétentieuse et son lustre en cristal qui coûtait plus cher que la plupart des voitures. J'avais 26 ans. Désespéré. Croyant encore que je pouvais gagner leur approbation si seulement j'essayais plus fort. Jouer avec du code n'est pas une carrière, Alexis. La voix de papa portait ce mélange particulier de déception et de mépris que je connaissais si bien. Douglas Grant, magnate de l'immobilier, ne pouvait pas comprendre que la technologie puisse réellement avoir de l'importance. Quand vas-tu prendre ton avenir au sérieux? Maman a posé son verre de vin avec un tintement délicat. Pourquoi ne peux-tu pas être plus comme ta sœur? La spécialité d'Evelyn Grant. La comparaison qui blessait le plus parce qu'elle était conçue pour ça. Marilyn, l'enfant prodige par excellence, s'est adossée à sa chaise avec ce sourire que j'avais appris à craindre. En fait, j'ai peut-être quelque chose pour Alexis. Mon association à but non lucratif pourrait avoir besoin d'une assistante. À temps partiel, bien sûr. Assistante, à temps partiel, après avoir passé 3 ans à développer des logiciels de sécurité que des entreprises achetaient réellement. Tu vois? Le visage de maman s'est illuminé comme si Marilyn venait de proposer de guérir le cancer. Marilyn veille toujours sur la famille. Le poids de 26 ans s'est abattu sur moi à ce moment-là. 26 ans à être le bouc émissaire de la famille. Celle qui n'était pas à la hauteur. La déception. J'avais fait des doubles services à 16 ans pour payer l'université, tandis que l'éducation de Marilyn était entièrement financée. J'avais écouté pendant des années des « Pourquoi ne peux-tu pas avoir que des A comme ta sœur ?» J'avais construit quelque chose à partir de rien, et ils appelaient ça jouer. Mais c'est ce que maman a dit ensuite qui a brisé quelque chose en moi de façon permanente. Je veux juste être fier de toi, chérie. Est-ce trop demandé? Je suis fier de toi. 5 mots que j'avais poursuivis toute ma vie. 5 mots qu'elle n'avait jamais dit. Pas une seule fois. Pas même quand j'ai obtenu mon diplôme summa cum laude ou quand mon premier client m'a payé 50 000 $ pour un audit de sécurité. Le besoin de son approbation avait été mon défaut fatal depuis l'enfance. J'étais la fille qui restait éveillée jusqu'à 3 heures du matin pour perfectionner des projets pour des parents qui ne remarquaient que les défauts. J'étais l'adolescente qui s'épuisait au travail pour prouver qu'elle méritait le même investissement qu'ils accordaient à Marilyn sans poser de questions. J'étais la jeune femme qui continuait de croire que si seulement je réussissais assez, si seulement je gagnais assez d'argent, si seulement je devenais assez célèbre, il me verrait enfin. Mais assise à cette table, regardant la satisfaction suffisante de Marilyn et les expressions soulagées de mes parents parce que leur enfant prodige avait résolu le problème Alexis, j'ai compris la vérité qui allait tout changer. Le jeu était truqué. Il avait toujours été truqué. Ils avaient besoin que j'échoue pour que Marilyn puisse réussir. Ils avaient besoin que je reste petite pour qu'ils puissent se sentir grands.
Ils avaient besoin que je reste désespéré d'approbation pour qu'ils puissent la distribuer comme une récompense pour la conformité. Je me suis levé de cette table en acajou. Le visage de papa est devenu flasque de choc. Le sourire de Marilyn a vacillé. Regardez-moi, ai-je dit, deux mots qui signifiaient tout et rien. Regardez-moi quoi? Construire quelque chose de réel? Prouver ma valeur? Réussir sans vous? Tout ça. Rien de tout ça. Je ne le savais pas encore. Je suis sorti par leur porte d'entrée dans la nuit d'octobre. J'ai bloqué leur numéro de téléphone. J'ai renvoyé les cartes de Noël sans les ouvrir. J'ai construit Vanguard Shield à partir d'un ordinateur portable à $1000 dans mon studio, codant 18 heures par jour, nourri par la rage et la détermination. Pendant 5 ans, je me suis choisi plutôt que leur approbation. C'était la décision la plus terrifiante et la plus libératrice que j'ai jamais prise. Maintenant, je suis devant le Prairie Hills Country Lodge, et cette jeune fille terrifiée de 26 ans vit toujours quelque part dans ma poitrine, me chuchotant que je n'ai pas ma place ici. Que je ne serai jamais assez bien. Que franchir ces portes prouvera qu'ils avaient raison sur moi depuis le début. Mais elle a tort. Je ne suis pas la fille brisée qui est partie il y a 5 ans. Je suis A.L. Grant, PDG de Vanguard Shield. Forbes m'a présenté dans sa liste des 35 de moins de 35 ans, bien que ma famille ne l'ait jamais su parce qu'elle n'a jamais cherché. Je protège les infrastructures critiques de 3 États. J'emploie 47 personnes qui dépendent de mes décisions. Je ne joue plus avec du code. Je gagne. Les portes d'entrée du lodge s'ouvrent alors qu'un couple septuagénaire émerge, la femme serrant des perles qui coûtent probablement plus cher que ma Tesla. Ils ne me reconnaissent pas, mais pourquoi le feraient-ils? La dernière fois que la société de Willow Creek m'a vu, j'étais la ratée de la famille Grant. Ce soir, ça change. Mon téléphone vibre à nouveau. Un autre SMS de Nolan. Tu es sûr de ça? Je peux tout gérer d'ici. Je souris presque. Nolan Pierce. La première personne qui a vu ma valeur avant que je ne la prouve. Mon directeur des opérations. Mon ami. Le frère que j'ai choisi au lieu de la famille dont j'ai hérité. Il a proposé de m'épargner cette confrontation, de me laisser éviter le champ de bataille émotionnel qui m'attend à l'intérieur. Mais fuir prouverait qu'ils avaient raison. Et j'ai fini de fuir. Je réponds par SMS, je gère. Parce que c'est le cas. Quoi qu'il arrive ce soir, quel que soit le drame familial qui se déroule, quelle que soit la douleur qui remonte à la surface, je sais qui je suis maintenant. Je sais ce que j'ai construit. Je sais que ma valeur n'est pas déterminée par des gens qui ne reconnaîtraient pas le talent même s'ils déboguaient tout leur réseau. Les marches de marbre sont solides sous mes talons. Le portier hoche la tête respectueusement. À travers la vitre, je vois des parents à qui je n'ai pas parlé depuis 5 ans, tous vêtus de leurs plus beaux atours, tous complètement inconscients que leur monde est sur le point de basculer. Grand-mère Myriam est là-dedans quelque part, le seul membre de la famille qui m'ait jamais vu clairement. C'est la raison pour laquelle je suis venu ce soir, la raison pour laquelle je retourne dans ce champ de mine émotionnel. C'est aussi la raison pour laquelle je sais que j'y survivrai. J'attrape la poignée, et pendant un instant, je me laisse tout ressentir. La peur, la colère, l'espoir, le chagrin. 5 ans de silence se terminant en une seule soirée, la famille qui m'a brisé sur le point de découvrir qui je suis devenu dans la rupture. L'avertissement arrive 3 jours avant la fête de grand-mère Myriam, enfoui dans ma boîte de réception du matin comme une bombe à retardement numérique. Marilyn prépare quelque chose de grand pour la fête de grand-mère. Elle dit qu'elle va exposer la vérité sur toi. Le SMS de ma cousine Tessa arrête ma tasse de café à mi-chemin de mes lèvres. Je suis assise dans mon penthouse de Denver, 47 étages au-dessus de la ville qui a reconstruit ma vie, et soudain j'ai de nouveau 26 ans. Le cœur qui bat la chamade, les paumes moites, ce nœud familier d'angoisse qui se forme dans mon estomac. Exposer quelle vérité? Je n'ai parlé à aucun d'entre eux depuis 5 ans. J'ai appliqué le protocole fantôme depuis que j'ai quitté leur salle à manger. Que pourrait bien savoir Marilyn de ma vie maintenant? Je transfère le message à Nolan Pierce sans un mot. Mon directeur des opérations comprend la guerre familiale mieux que la plupart des gens ne comprennent leur propre carrière. Il a bâti sa fortune en échappant à un clan tout aussi toxique à Boston. Sa réponse arrive en quelques minutes. Je m'en occupe, j'appelle des contacts maintenant. C'est pour ça que je paie Nolan le gros prix. Enfin, l'une des raisons.
L'autre est qu'il est la seule personne en qui j'ai une confiance totale, ce qui en dit long sur ma relation avec mes parents de sang et rien sur ses qualifications. 2 heures plus tard, il est dans mon bureau avec l'expression que j'ai appris à craindre. C'est le même regard qu'il avait quand il a découvert que notre plus grand concurrent volait notre code. Une préoccupation professionnelle enveloppée d'une fureur à peine contenue. Elle a engagé des enquêteurs, dit-il sans préambule. Ridgewell & Dartmouth de Denver. Un cabinet haut de gamme, pas bon marché. Ma poitrine se serre. Quel genre d'enquêteur? Le genre minutieux. Colton Hartman en particulier, ancien du FBI, 20 ans d'expérience, spécialisé en criminalistique financière et en vérification d'antécédents. Nolan laisse tomber un dossier Manny sur mon bureau. La bonne nouvelle, c'est qu'il est éthique, il ne fabriquera pas de preuves ni n'enfreindra les lois pour trouver des saletés. Et la mauvaise nouvelle? Il est très doué pour trouver ce qui est réellement là. Je fixe le dossier sans l'ouvrir. À l'intérieur se trouvent probablement des photos, des dossiers financiers, des entretiens avec des employés. L'architecture de ma nouvelle vie soigneusement construite, mise à nu pour le divertissement de Marilyn. Que sait-elle? Le silence de Nolan s'éternise trop longtemps. Quand il parle enfin, sa voix porte le poids d'une mauvaise nouvelle livrée avec douceur. Elle connaît A.L. Grant. Le monde bascule. A.L. Grant. Mon identité professionnelle. Mon bouclier de genre neutre dans le monde de la technologie. Ma protection contre quiconque pourrait lier le succès de Vanguard Shield à l'échec de la famille Grant. 5 ans de séparation soignée, partie en fumée. Elle sait que tu es sur la liste de Forbes. Elle connaît la valorisation de 180 millions de dollars. Elle sait que tu es la PDG. Sa voix se fait plus basse. Alexis. Elle sait tout. Je m'enfonce dans mon fauteuil, le cuir me semblant soudain comme des sables mouvants. C'est pire que ce que j'imaginais. Marilyn n'a pas seulement découvert que j'existais. Elle a découvert que j'avais réussi. Spectaculairement. Pendant qu'elle jouait à la directrice d'association à but non lucratif à Willow Creek, je construisais un empire à 1 heure de là. Il y a plus. Bien sûr qu'il y en a. Nolan sort son téléphone, fait défiler jusqu'à quelque chose qui lui crispe la mâchoire. L'enquête de Hartman a fonctionné dans les 2 sens. En traçant les sources de paiement de ses honoraires, il a trouvé quelque chose d'intéressant dans les finances de Marilyn. Mon sang se glace. Quel genre de quelque chose? 420 000 $ détournés de son association sur 3 ans, plus 25 000 $ volés de votre fiducie familiale. Il lève les yeux du téléphone. Hartman est légalement obligé de signaler les crimes financiers graves au bureau du procureur général du Colorado. L'ironie me frappe comme un coup de masse en pleine poitrine. Marilyn a engagé un enquêteur pour me détruire et s'est accidentellement détruite elle-même. L'enfant prodige qui a passé des années à critiquer l'éthique de tout le monde est une criminelle. La sœur qui a tout eu sur un plateau d'argent a volé des dons de charité et l'argent de la famille. Quand dépose-t-il le rapport? Il le dépose. Ce matin. L'expression de Nolan passe de l'inquiétude à quelque chose de plus dur. Le bureau du procureur général a confirmé qu'ils ouvraient une enquête. Pourrait aboutir à des accusations fédérales de détournement de fonds. Je devrais me sentir vengé. Je devrais sentir la justice servie sur un plateau d'argent. Au lieu de ça, j'ai la nausée parce que je sais ce que cela signifie. Le monde parfait de la famille Grant est sur le point d'imploser. Douglas et Evelyn Grant, piliers de la société de Willow Creek, vont découvrir que leur enfant prodige risque 3 à 5 ans de prison fédérale. Leur reine des fondations caritatives est une voleuse. Leur statut social est sur le point de s'effondrer. Et ils me blâmeront. Pas parce que j'ai signalé quoi que ce soit. Je ne savais rien du détournement de fonds il y a 30 secondes. Mais parce que je suis le bouc émissaire de la famille, le problème permanent, la fille dont l'existence semble invitée à la catastrophe. C'est suffisant pour que le procureur général ouvre une enquête criminelle. Ils vont agir vite. Y compris à la fête de grand-mère. Y compris à la fête de grand-mère. J'imagine la scène. Le Prairie Hills Country Lodge, 120 invités en tenue de soirée célébrant le 78e anniversaire de Myriam. Marilyn au micro, se préparant à m'humilier publiquement quand des agents fédéraux franchiront ses portes de marbre. La justice poétique serait belle si elle n'était pas si dévastatrice. Mon téléphone sonne. Numéro inconnu du Colorado, mais je reconnais l'indicatif régional.
Willow Creek. Devrais-je répondre? Nolan secoue la tête. Rien de bon ne vient des numéros inconnus pendant les crises familiales. L'appel va sur la messagerie vocale. Puis un autre numéro inconnu appelle. Puis un autre. Les nouvelles se répandent, je murmure. Probablement Marilyn, appelant des parents pour les avertir de ta tromperie. Elle ne sait pas encore pour le procureur général. La voix de Nolan porte un amusement sombre. Elle planifie toujours son embuscade, ne sachant pas qu'elle a déjà été prise en embuscade. Mon ordinateur portable sonne avec une notification par email. L'adresse de maman. Le premier contact direct en 5 ans. Sujet, obligation familiale. Alexis. Ton père et moi attendons de toi que tu sois à la fête de ta grand-mère. Quels que soient les jeux que tu joues avec ta sœur, ils doivent cesser immédiatement. La famille passe en premier, pas tes sentiments blessés. Il est temps de grandir et de prendre la responsabilité de tes choix. Nous discuterons de ton comportement en privé après la célébration. Mère. Je le lis 2 fois, puis je ferme l'ordinateur portable. Ils ne comprennent toujours pas, dis-je à personne en particulier. Ils pensent que c'est une question de sentiments et de rivalité fraternelle. Ils pensent que je suis le problème. Vas-tu y aller? La question flotte dans l'air comme la fumée d'un incendie de maison. Vais-je entrer dans ce champ de bataille émotionnel? Vais-je affronter des parents qui me voient encore comme la déception de la famille? Vais-je regarder Marilyn se faire arrêter à la fête d'anniversaire de notre grand-mère? Oui. Nolan lève un sourcil. Tu es sûr? Je peux tout gérer d'ici. Tu n'as pas besoin de te soumettre à ce cirque. Mais il a tort. J'ai besoin d'y être. Pas pour la vengeance, pas pour la justification, pas même pour la justice. J'ai besoin d'y être, parce que fuir prouverait tout ce qu'ils ont toujours dit de moi. Que je suis faible. Que je ne peux pas gérer les responsabilités familiales. Que je suis le problème. Il y a 5 ans, je suis sorti de leur maison comme une ratée. Si j'y retourne, c'est en tant que succès. Non plus pour leur approbation, mais pour ma propre paix. J'ai passé 5 ans à construire quelque chose de réel, pendant qu'ils jouaient à leur jeu toxique. Je dis à Nolan, je ne me cache plus de la vérité. Même si la vérité va détruire tout ce qu'ils pensaient savoir de leur famille parfaite, même si la justice vient avec des menottes et des accusations fédérales, même si rentrer à la maison signifie regarder tout brûler. Mon téléphone n'arrête pas de vibrer. Depuis que nous avons découvert l'embuscade hier, les notifications s'accumulent comme des débris numériques d'une famille que je pensais avoir laissée derrière moi. Notifications sur les réseaux sociaux de parents que je me souviens à peine. Message WhatsApp du groupe de discussion de la famille Grande qui, d'une manière ou d'une autre, impossible, inclut toujours mon numéro. Je les parcours pendant que mon café refroidit dans la salle de conférence exécutive de Vanguard Shield. La femme de l'oncle Robert publie des mises à jour énigmatiques sur Facebook. Certaines personnes pensent que le succès leur donne le droit d'abandonner leur famille. La cousine Sarah, partageant des articles sur les valeurs familiales avec des commentaires pointus sur la loyauté. Les miettes de pain numérique de la campagne de Marilyn, préparant tout le monde à la bombe qu'elle prévoit de larguer à la fête de grand-mère. Le SMS d'avertissement de Tessa d'hier semble maintenant prophétique. Marilyn appelle tout le monde. Elle dit qu'elle va exposer la vérité sur toi à la fête. La vérité, comme si ma sœur avait la moindre idée de ce que cela signifie. Nolan entre dans la salle de conférence, portant une pile de contrats gouvernementaux d'une valeur de 53 millions de dollars. Des systèmes de protection pour les infrastructures de vote dans 3 États. Du vrai travail. Un travail qui compte. Un travail qui maintient la démocratie en fonctionnement pendant que ma famille bavarde à Willow Creek. La campagne familiale s'intensifie, je lui dis en faisant glisser mon téléphone sur la table en acajou. Il lit les messages, la mâchoire serrée. Tu veux que notre équipe juridique envoie une mise en demeure? Pourquoi? Dire à des parents que leur sœur qui a réussi cache peut-être quelque chose? Je m'adosse à ma chaise. Elle est trop intelligente pour quoi que ce soit de poursuivable. Elle ne fait que semer des graines. Mais le doute s'insinue quand même. Cette vieille voix familière qui murmure que peut-être ils ont raison sur moi. Peut-être que construire une entreprise de 180 millions de dollars ne me rend pas digne de respect. Peut-être que je ne fais vraiment que jouer avec du code. Mon ordinateur portable sonne avec un email de maman. L'objet indique « Responsabilité familiale ».
Je fixe la notification pendant 30 secondes avant de la supprimer sans la lire. Certaines conversations ne valent pas la peine d'être eues. Le bureau du procureur général a confirmé avoir reçu le rapport de Colton, dit Nolan en s'installant dans le fauteuil en face de moi. Mais aucun calendrier sur le moment où ils agiront. Quand? Pas si. La distinction est importante. Les crimes financiers de Marilyn la rattraperont éventuellement, mais la fête de grand-mère est dans 2 jours. 2 jours pour le chaos que ma sœur a prévu. Mon téléphone sonne. Numéro inconnu du Colorado. Allô? Alexis. La voix de papa. Grave, avec une fausse autorité. Nous devons parler. Je n'ai pas entendu la voix de Douglas Grant depuis 5 ans. Elle me semble plus petite que dans mon souvenir. Moins imposante. L'âge, peut-être. Ou la prise de conscience que ces tactiques d'intimidation ne fonctionnent pas sur quelqu'un qui a bâti son propre empire. À propos de quoi? À propos de quoi? La fête de ta grand-mère. Ta mère pense. Il fait une pause. Et j'entends la voix de maman en arrière-plan. Vive et insistante. Nous pensons qu'il vaudrait mieux que tu ne viennes pas, le coup de poing familier du rejet frappe ma poitrine. Même maintenant, même après tout ce que j'ai accompli, ils veulent que je parte. La fille gênante qui pourrait perturber leur récit familial parfait. Parce que Marilyn dit que tu as répandu des rumeurs vicieuses selon lesquelles son association à but non lucratif a des problèmes financiers. Nous n'avons pas besoin de ce genre de drame à la célébration de Myriam. Répandre des mensonges. La projection est stupéfiante. J'ai parlé à exactement 0 membre de la famille du comportement criminel de Marilyn. 0 publication sur les réseaux sociaux. 0 campagne de ragot. Je suis restée silencieuse pendant 5 ans pendant qu'ils construisaient la version fantaisiste des événements qui les aidaient à dormir la nuit. Je n'ai rien dit à personne à propos de Marilyn. Je vois. Crois ce que tu veux, papa. On se voit à la fête. Je raccroche avant qu'il ne puisse répondre. Nolan me regarde attentivement. Ça va? Ils viennent de me désinviter de la fête d'anniversaire de ma propre grand-mère parce que Marilyn les a convaincus que je suis une sorte de cerveau criminel. Je ris, mais ça sonne creux. Le système fonctionne parfois, dit Nolan doucement. Mais ça ne ressemble pas à une victoire. C'est comme se tenir dans des sables mouvants pendant que ma famille me jette des pierres. Mon téléphone sonne à nouveau. Cette fois, le numéro me fait sursauter. Grand-mère? Allô, ma chérie. La voix de Myriam, cristalline malgré ses 78 ans. J'ai entendu dire que Douglas t'a appelé. Il m'a désinvité de ta fête. Douglas n'a pas le droit de désinviter des gens à ma fête. Ni Marilyn, bien qu'elle ait suggéré que je devrais reconsidérer qui vient. Le ton de grand-mère se durcit. Comme si j'avais besoin des conseils d'une criminelle sur les listes d'invités. Criminelle. Le mot a un impact différent venant de Myriam. Pas de spéculation ni d'accusation. Un fait. Tu es au courant de l'enquête. Ma chérie, c'est moi qui l'ai commandé. Le monde s'arrête. Quoi? Il y a 2 mois, j'ai commandé mon propre audit de l'association à but non lucratif de Marilyn. Quelque chose dans ses finances ne collait jamais. Une nouvelle Mercedes avec un salaire d'association? Des vacances européennes financées par des événements de remerciement aux donateurs? Je suis vieille, pas stupide. Ma grand-mère. Esprit vif, méfiant, protecteur des ressources familiales pendant que tout le monde se laissait distraire par la performance d'enfant prodige de Marilyn. L'auditeur a tout trouvé, continue Myriam. Le détournement de fonds, les dépenses fantômes, l'argent volé de notre fiducie familiale. Quand cet enquêteur privé m'a approché la semaine dernière avec des conclusions similaires, j'ai partagé mon audit avec lui. Ça a beaucoup facilité son travail. Les pièces s'emboîtent. Colton Hartman avait 2 sources de preuves, la trace écrite qu'il a découverte et l'enquête indépendante de grand-mère. Pas étonnant que le bureau du procureur général ait agi si rapidement. Pourquoi n'as-tu rien dit à personne? Parce que je voulais voir jusqu'où elle irait, combien elle volerait, combien de personnes elle blesserait avant que quelqu'un ne l'arrête. La voix de Myriam porte 5 décennies de sagesse familiale. Il s'avère qu'elle prévoyait de te blesser publiquement tout en volant la famille en privé. C'est là que j'ai su qu'elle était allée trop loin. Je m'enfonce dans mon fauteuil de conférence, dépassé.
Je suis juste inquiète, si elle se fait arrêter à la fête, le choc. Pour toi. Que le choc pourrait me tuer. Grand-mère rit. Alexis, j'ai 78 ans, pas fragile. J'ai survécu à la Grande Dépression, à 3 récessions et à la crise de la quarantaine de ton grand-père. Je pense que je peux supporter d'apprendre que ma petite-fille est protégée d'un prédateur. Prédateur. Un autre mot qui sonne comme la vérité. D'ailleurs, ajoute Myriam, Marilyn ne sait pas que j'ai des copies de tout. Relevés bancaires, signatures falsifiées, dons détournés. Elle pense qu'elle détient toutes les cartes. Mais je joue à ce jeu depuis plus longtemps qu'elle n'est en vie. Pour la première fois depuis des jours, je souris. Vraiment, je souris. On se voit à la fête, grand-mère. J'y compte bien. Quelqu'un doit être témoin de la justice rendue. Après avoir raccroché, je reste assise en silence dans la salle de conférence, digérant tout. Marilyn a joué sa dernière carte hier soir, menaçant grand-mère de me faire taire. Mais elle l'a joué contre quelqu'un qui avait déjà 3 coups d'avance. L'enfant prodige pense qu'elle se protège en menaçant la matriarche de la famille. Elle ne sait pas que la matriarche est celle qui a lancé l'enquête en premier lieu. Nolan lit toujours des contrats gouvernementaux, mais je peux dire qu'il écoute. Tu te sens mieux? Marilyn ne sait pas qu'elle a déjà perdu. Elle le saura bientôt. Je regarde l'heure. 24 heures avant la fête. 24 heures avant qu'une salle pleine de parents découvre que leur enfant prodige est une criminelle, tandis que leur bouc émissaire est une PDG. 24 heures avant que 5 ans de silence ne se terminent en une soirée spectaculaire. Mon téléphone vibre avec une autre notification de groupe de discussion familiale. Cette fois, c'est Marilyn elle-même. J'ai hâte de voir tout le monde demain soir. Il est temps que certaines vérités éclatent au grand jour. Je ris presque. Elle n'a aucune idée à quel point elle a raison. Le soleil se couche sur la ligne d'horizon de Denver, projetant de longues ombres sur le siège de Vanguard Shield. 47 employés rentrent chez eux, dans des familles qui respectent leurs contributions. Des contrats gouvernementaux d'une valeur de 53 millions de dollars sont sur ma table de conférence, protégeant la démocratie elle-même. C'est ce que j'ai construit pendant que ma famille chuchotait sur mes échecs. C'est ce que j'ai accompli pendant qu'ils élevaient une criminelle. Demain soir, ils comprendront enfin la différence. Mais ce soir, je vais me préparer pour la fête la plus importante de ma vie. Non pas parce que j'ai encore besoin de leur approbation, mais parce que certaines batailles se gagnent d'elles-mêmes quand on arrête de les mener. Et parfois, la chose la plus puissante que l'on puisse faire est simplement de se présenter et de regarder la vérité se dévoiler. Les portes de la salle de bal du Prairie Hills Country Lodge s'ouvrent avec le genre de timing dramatique qui n'arrive que dans les films ou les catastrophes familiales. J'entre, et 120 conversations s'arrêtent en plein milieu. Les fourchettes se figent à mi-chemin des bouches. Les verres de vin s'arrêtent aux lèvres. Le silence se répand dans la pièce comme de l'encre renversée. Ils s'attendaient à me voir briser. Ils ont droit à une version blindée. Mon blazer Armani me va comme une armure ce soir gris anthracite au lieu du noir qu'ils imaginaient probablement que je porterais à l'enterrement de ma propre réputation. 5 ans de thérapie et une valeur nette de 180 millions de dollars m'ont donné quelque chose qu'ils ne peuvent pas comprendre, une confiance inébranlable. De l'autre côté de la pièce, le visage de Marilyn devient blanc comme un linge. Elle se tient près de la table d'honneur, un micro à la main manucurée, clairement prise en pleine préparation de l'humiliation qu'elle avait prévue. Sa bouche s'ouvre légèrement, puis se referme brusquement. Ce n'est pas la femme brisée qu'elle s'attendait à détruire ce soir, mais c'est le sourire de grand-mère Myriam qui calme ma respiration. Elle est assise à la table d'honneur comme la reine qu'elle a toujours été, ses yeux gris vifs pétillants de secret. Elle, comme moi, est l'une des 2 seules personnes dans cette pièce à savoir ce qui va réellement se passer. Je ne me précipite vers aucun groupe particulier. Je n'annonce pas ma présence ni n'offre d'explication. Je me contente de traverser l'espace comme si j'y avais ma place, parce que c'est le cas. Le succès m'a appris que la confiance ne consiste pas à se prouver. C'est connaître sa propre valeur et laisser les autres rattraper leur retard. La cousine Tessa s'approche la première, le visage rouge de ce qui ressemble à de l'embarras. Alexis, Joao. Tu as l'air, elle fait un geste vague vers ma tenue, ma posture, l'aura d'autorité tranquille que j'ai apparemment développée. Différente. Je termine pour elle. 5 ans font ça. L'oncle Robert regarde depuis sa table d'angle,
essayant probablement de concilier la ratée de la famille rejetée avec la femme qui se tient devant lui dans des vêtements à $3000. Je croise son regard et hoche poliment la tête. Il s'étouffe presque avec son vin. Marilyn retrouve enfin sa voix. Elle tapote 2 fois le micro, le larsen strident coupant les conversations murmurées qui ont repris. Mesdames et messieurs, famille et amis, sa voix porte ce ton de prise de parole en public qu'elle a perfectionné grâce à son travail associatif. Ce soir, nous ne célébrons pas seulement le 78e anniversaire de grand-mère Myriam. Nous accueillons aussi quelqu'un à la maison. L'accent mis sur « quelqu'un » dégouline d'une fausse chaleur. Je m'appuie contre le mur du fond, les bras croisés, la laissant jouer son rôle. Aujourd'hui, nous accueillons Alexis à la maison, en tant que PDG. Le scepticisme dans sa voix pourrait couper du verre. Plusieurs parents se tortillent mal à l'aise. Le visage de papa se durcit depuis sa table près de l'avant. La main de maman vole à son collier de perles, comme pour vérifier qu'il est toujours là. Le pivot de Marilyn est plus fluide que ce à quoi je m'attendais. Elle abandonne l'attaque basée sur des preuves qu'elle avait prévues et passe directement à la manipulation émotionnelle. Mais que vaut le succès quand il est bâti sur l'ingratitude? Sur l'abandon de la famille qui vous a élevé, qui vous a aimé, qui ne voulait que le meilleur pour vous? Des murmures d'approbation parcourent la pièce. Les têtes hochent. La famille Grant a toujours été douée pour le jugement collectif. Le succès sans loyauté familiale n'est qu'un égoïsme sophistiqué. Sa voix se renforce alors qu'elle sent le soutien de la salle. Certaines personnes pensent que l'argent les rend meilleures que les personnes qui se sont sacrifiées pour elles. Je ne bronche pas. Il y a 5 ans, ces mots m'auraient écrasé. L'Alexis de 26 ans se serait effondré sous cette humiliation publique, se serait démené pour se défendre avec des explications que personne ne voulait entendre. Mais cette femme est morte la nuit où je suis sorti de leur salle à manger. La cousine Tessa se penche vers moi, sa voix à peine un murmure. Est-ce vrai ce qu'elle dit? Que tu n'as jamais appelé? Jamais envoyé de carte? Tu comprendras tout bientôt, je réponds doucement. Ma réponse calme semble la déstabiliser plus que n'importe quel argument défensif ne l'aurait fait. Elle s'attendait à de la culpabilité, de la honte, une justification désespérée. Au lieu de ça, elle a eu l'autorité calme de quelqu'un qui a construit une entreprise protégeant les infrastructures critiques de 3 États pendant qu'il bavardait à Willow Creek. Douglas se joint à la performance de Marilyn depuis sa table. Certaines personnes pensent que le succès excuse l'abandon. Sa voix porte facilement à travers la pièce. Mais le caractère ne se mesure pas en compte en banque. L'ironie serait drôle si elle n'était pas si tragique. Le discours de Marilyn devient plus vicieux alors qu'elle sent que quelque chose change dans l'énergie de la salle. Ces points de discussion préparés ne font pas l'effet escompté. Quand la loyauté familiale devient gênante, quand la gratitude devient un fardeau, quel genre de personne choisit l'orgueil plutôt que l'amour? Mais je remarque que l'oncle Robert fronce les sourcils maintenant, que tante Suzanne chuchote à son mari. Le vent ne tourne pas comme Marilyn l'avait prévu. Le mantra interne de la thérapie me traverse l'esprit. Leur opinion sur moi ne me regarde pas. Je me souviens de la dernière séance de thérapie avant de décider de venir ce soir, le docteur Martinez posant la question qui a tout changé, que ferait l'Alexis de 26 ans en ce moment? La réponse avait été immédiate et dévastatrice. Elle se serait levée, le visage rouge et désespéré, essayant de se défendre avec des mots qu'il ne croirait jamais. Elle aurait énuméré ses réalisations comme un CV, les suppliant de voir sa valeur, prouvant qu'elle méritait leur respect par des exploits qu'ils ne pouvaient pas comprendre. L'Alexis d'aujourd'hui comprend que la preuve vient des actions, pas des arguments. La vérité n'a pas besoin d'avocat. Alors je reste tranquillement près du mur du fond, laissant Marilyn se pendre avec sa propre corde. Chaque mot vicieux en révèle plus sur son caractère que sur le mien. Chaque attaque désespérée montre leurs propres insécurités et préjugés. L'énergie de la salle change subtilement, alors que les invités remarquent le contraste. Les accusations de plus en plus frénétiques de Marilyn contre ma présence calme et posée. Je ne suis pas la ratée brisée qu'ils attendaient. Je ne me défends pas ni ne mendie l'acceptation. Je suis juste là. Confiante. Inébranlable. L'oncle Robert marmonne à sa femme, juste assez fort pour que les tables voisines entendent. Elle n'a pas l'air d'une ratée pour moi. Le discours de Marilyn atteint son apogée. Le succès bâti sur l'abandon de la famille n'est pas du tout un succès. C'est juste une trahison sophistiquée. Les portes de la salle de bal s'ouvrent.
19h52. Deux détectives et un enquêteur du bureau du procureur général du Colorado entrent avec le genre de démarche déterminée qui traverse l'atmosphère d'une fête comme un couteau dans la soie. Leur badge capte la lumière du lustre alors qu'ils balaient la pièce du regard. Les conversations meurent à nouveau. Mais cette fois, le silence semble différent. Dangereux. La voix du détective principal porte juste assez pour atteindre le micro. Mademoiselle Marilyn Grant. Toutes les têtes dans la pièce se tournent vers la table d'honneur. Le visage de Marilyn passe du rouge de l'indignation vertueuse au pâle cadavérique en l'espace d'un battement de cœur. Vous êtes en état d'arrestation pour détournement de fonds et fraude. Les mots frappent la salle de bal comme un coup physique. Quelqu'un laisse tomber un verre de vin. Le bruit du cristal qui se brise résonne sur les sols en marbre. Je regarde depuis ma position contre le mur alors que les menottes se referment autour des poignets de l'enfant prodige. Le son traverse le hoquet collectif de 120 invités stupéfaits. La marche de l'humiliation publique de Marilyn commence. Passant devant la table d'honneur où grand-mère Myriam est assise avec un sang-froid parfait. Passant devant des parents dont la bouche reste bée de choc. Passant devant des parents dont le monde s'effondre en temps réel. Et passant devant moi. Nos yeux se croisent un bref instant alors que les détectives l'escortent vers la sortie. Je vois de la peur, de la rage, et quelque chose d'autre que je ne reconnais pas. La défaite, peut-être. Je ne jubile pas. Je ne souris pas. Je suis simplement témoin de la justice enfin rendue. La salle de bal éclate en chaos alors que les portes se referment derrière eux. Douglas et Evelyn se précipitent vers moi, leur voix s'élevant dans une confusion désespérée. Que as-tu fait? Comment as-tu pu faire ça à ta propre sœur? La voix claire de grand-mère Myriam coupe court à leur panique. Alexis n'a rien fait. Le bureau du procureur général a fait son travail. La vérité éclate enfin au grand jour. La conspiration d'aveuglement volontaire de la famille se fissure enfin. Les parents chuchotent frénétiquement. Attends, si Alexis n'a pas signalé ça, alors qu'il a fait? Nolan Pierce entre discrètement par la porte latérale, sa présence confirmant ce que certains invités commencent à soupçonner. Je ne suis plus la ratée de la famille. Je suis la seule qui reste debout. La salle de bal bourdonne de conversations chuchotées qui fendent l'air comme de l'électricité statique. Je me tiens près de la table des desserts, regardant les membres de la famille se regrouper en petits groupes, leurs voix basses mais leurs gestes animés. Le gâteau d'anniversaire reste intact, ses 78 bougies maintenant des flaques de cire froide sur de la crème au beurre. 20 minutes se sont écoulées depuis que Marilyn est partie menotter. 20 minutes que le monde de ma famille s'est fissuré. J'ai entendu dire que c'était du détournement de fonds, chuchote tante Patricia à l'oncle Robert, sa voix portant malgré sa tentative de discrétion. 400 000 $. De sa propre association caritative, répond Robert en secouant la tête. Bon sang Pat, on a fait un don à ce truc. La cousine Tessa s'approche de moi, le visage pâle. Alexis, je suis tellement désolé. Je n'avais aucune idée de tout ça quand je t'ai prévenu du plan de Marilyn. Je lui touche doucement le bras. Moi non plus. Pas les détails en tout cas. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. Je savais que quelque chose n'allait pas. Les pièces se mettaient déjà en place avant ce soir, grâce à l'enquête approfondie de Colton Hartman. Le détective privé que Marilyn avait engagé pour me détruire avait découvert bien plus que le succès de mon entreprise. Il avait trouvé ses crimes. Le détective Williams s'approche de notre groupe, son carnet de notes à la main. Mademoiselle Grant, je dois vous poser quelques questions sur les activités financières de votre sœur. Je n'ai eu aucun contact avec Marilyn depuis 5 ans, dis-je clairement. Je ne savais rien de ses opérations commerciales. Mais vous avez bien engagé l'enquêteur qui a découvert le détournement de fonds? Non, je ne l'ai pas fait. La vérité semble étrange dans ma bouche. Ma sœur a engagé Ridgewell & Hartman pour enquêter sur moi. Monsieur Hartman a découvert ces crimes en menant cette enquête. Williams hoche la tête, prenant une note. Ses obligations professionnelles l'ont obligé à signaler les crimes à notre bureau. De l'autre côté de la pièce, papa se tient le dos contre le mur, son visage gris comme du béton. Maman est assise sur une chaise que quelqu'un lui a apportée, serrant un mouchoir qui s'est désintégré à force d'être utilisé. Ils ressemblent à des survivants d'une catastrophe naturelle, ce que je suppose qu'ils sont. Une catastrophe naturelle nommée conséquence. Alexis? La voix de grand-mère Myriam attire mon attention. Elle est assise à la table d'honneur,
portant toujours son diadème d'anniversaire, l'air plus alerte et vif que quiconque dans la pièce. Voudrais-tu m'aider avec quelque chose? Je me dirige vers sa table, consciente que les conversations s'arrêtent à mon passage. Il y a 5 ans, ces gens m'ont vu partir comme la ratée de la famille. Ce soir, ils me voient comme quelque chose de complètement différent. Assieds-toi avec moi, ma chère. Myriam tapote la chaise à côté d'elle. Je pense qu'il est temps que je partage quelque chose avec tout le monde. Elle se lève lentement, attrapant le micro que Marilyn a abandonné. Sa voix porte clairement à travers le système de sonorisation de la salle de bal. Amis, famille, je sais que ce soir a été choquant pour beaucoup d'entre vous. Mais je dois vous dire quelque chose d'important. Elle fait une pause, ses yeux trouvant papa de l'autre côté de la pièce. Il y a 2 mois, j'ai commandé mon propre audit de l'organisation à but non lucratif de Marilyn. La pièce devient complètement silencieuse, même le personnel de service s'arrête de bouger. Je suis méfiante depuis un certain temps, Marilyn vivait bien au-dessus de ce qu'une directrice d'association devrait gagner. Ses vacances européennes au printemps dernier, financées, a-t-elle prétendu, par une prime, ont soulevé des questions. J'ai donc engagé des experts comptables pour examiner ses livres. Le visage de papa passe du gris au blanc. Mère, que dis-tu? Je dis que j'ai découvert ce que monsieur Hartmann a découvert. Des signatures falsifiées sur des reçus de dons. Des dépenses fantômes pour des événements qui n'ont jamais eu lieu. De l'argent détourné de programmes destinés à aider les enfants à risque. Sa voix se renforce à chaque mot. Et 25 000 $ volés de notre fiducie familiale. De l'argent qui était destiné à mes soins médicaux. Le hoquet qui parcourt la pièce ressemble au bruit du vent dans les feuilles sèches. Grand-mère Myriam a trouvé des relevés bancaires, j'ajoute doucement, ma voix portant dans le silence stupéfait. L'argent de la fiducie familiale a financé les vacances de Marilyn en Europe. Le visage de l'oncle Robert rougit. Tu veux dire qu'elle a volé sa propre grand-mère? Tout en critiquant les autres pour leur cupidité, confirme Myriam, tout en se positionnant comme le centre moral de notre famille. Je regarde l'information s'installer. Ces gens ont passé des décennies à voir Marilyn comme l'enfant prodige, la responsable, la fille qui est restée proche et a pris soin de la famille. Apprendre qu'elle a systématiquement volé les personnes même qu'il adorait crée une dissonance cognitive qui se lit sur tous les visages. Maman parle enfin, sa voix rauque. Combien? 420 000 $ de l'association, répond le détective Williams de l'autre côté de la pièce. 25 000 $ de la fiducie familiale. Restitution totale de 445 000 $. Le chiffre flotte dans l'air comme une guillotine. Nous n'avons pas ce genre d'argent, dit papa doucement. Pas en liquide. Nous devrions vendre la maison. Je ressens une émotion complexe que je ne peux pas tout à fait nommer. Pas de la satisfaction, exactement. Pas une réhabilitation. Quelque chose de plus triste et de plus final. La famille qui valorisait les apparences par-dessus tout est sur le point de perdre tout ce qui maintenait ses apparences. Leur maison à 1,2 million de $. Leur adhésion au country club. Leur position dans la société de Willow Creek. Tout cela bâti sur une fondation qui vient de s'effondrer. Douglas. Nous devons parler. Le détective Williams s'approche de mes parents. Le procureur veut discuter de la coopération dans le cas de votre fille. Alors qu'il s'éloigne, la tête baissée, je remarque quelque chose que je n'ai pas ressenti depuis 5 ans. L'absence de leur désapprobation ne fait plus mal. Leur opinion sur moi, bonne ou mauvaise, n'a tout simplement pas d'importance. Le succès ne m'a pas donné cette liberté. L'argent ne l'a pas acheté. La justice l'a fait. Alexis, la cousine Tessa s'approche avec hésitation. Je te dois des excuses. Nous tous. Il y a 5 ans, quand tu es parti, nous avons pensé que tu étais dramatique. Ingrate. Mais en voyant ça ce soir, en comprenant ce que Marilyn faisait vraiment. Tu n'as pas besoin de t'excuser, dis-je, le pensant vraiment. Vous avez cru ce qui avait du sens en fonction des informations que vous aviez. Mais nous aurions dû chercher plus loin. Aurions dû nous demander pourquoi la fille qui réussissait avait besoin de démolir celle qui était en difficulté. Cela touche plus près de la vérité qu'elle ne le réalise probablement. Les familles comme la nôtre ont besoin de boucs émissaires pour fonctionner. Quelqu'un doit être le problème pour que tout le monde puisse se sentir comme la solution. Grand-mère Myriam reprend le micro.
Avant que cette soirée ne se termine, je veux dire quelque chose sur ma petite fille Alexis. Mon estomac se serre. L'attention du public me semble toujours dangereuse, même quand elle est positive. Il y a 5 ans, elle a quitté cette famille. Beaucoup d'entre vous ont jugé cette décision. Mais parfois, partir est le choix le plus courageux qui soit. Ses yeux croisent les miens de l'autre côté de la pièce. Elle a construit quelque chose de remarquable pendant ce temps. Une entreprise qui protège la sécurité numérique des gens. Un vrai travail qui rend le monde plus sûr. Elle fait une pause et je vois des larmes dans ses yeux pour la première fois ce soir. Je suis fier d'elle. J'aurais dû le dire il y a des années, publiquement, quand ça comptait le plus. Mais je le dis maintenant. Les mots que j'ai passé 31 ans à avoir besoin d'entendre. Pas de maman. De quelqu'un qui m'a vraiment vu. 3 heures plus tard, grand-mère Myriam a soufflé les bougies de son gâteau d'anniversaire. La fête s'est réduite aux membres de la famille, et l'atmosphère ressemble à celle d'après une tempête. Endommagée, mais plus propre en quelque sorte. À travers les fenêtres de la salle de bal, je regarde les voitures de police partir avec les dernières boîtes de preuves. Marilyn passera les 3 prochaines années en prison fédérale. Papa et maman passeront la prochaine décennie à reconstruire leur vie à partir de rien, et je continuerai à construire la mienne. Alors que j'accompagne grand-mère Myriam à sa voiture, elle me serre le bras. Dans 6 mois, ma chère. Je soupçonne que tu transformeras tout ce gâchis en quelque chose de positif. C'est qui tu es. Elle a raison. Je prévois déjà d'acquérir l'association à but non lucratif défunte de Marilyn pour $1 et de la reconstruire comme une organisation légitime. L'initiative Grande pour la sécurité numérique aidera réellement les jeunes à risque à acquérir des compétences en cybersécurité. Le succès bâti sur les ruines de la corruption. La justice servie avec une touche d'ironie poétique. Parfait. Le soleil du matin traverse les baies vitrées de ce qui était autrefois le bureau d'angle de Marilyn. 18 mois après cette nuit au Prairie Hills Country Lodge, je me tiens dans le siège rénové de l'ancienne fondation Marilyn Grant, maintenant l'initiative Grande pour la sécurité numérique. L'ironie ne m'échappe pas que j'ai acheté l'entreprise criminelle de ma sœur pour $1 et l'ai transformée en quelque chose qui protège réellement les enfants en ligne. 23 employés travaillent à des bureaux debout là où Marilyn orchestrait autrefois ses détournements de fonds. Leurs conversations bourdonnent d'une excitation authentique à propos des programmes d'éducation à la cybersécurité, des ateliers de codage pour les jeunes à risque et des initiatives d'alphabétisation numérique. Le nom Grande signifie enfin quelque chose de positif à Willow Creek. Quelque chose que j'ai construit à partir des cendres de la corruption de ma sœur. Marcus Rodriguez, notre directeur de programme, s'approche avec une tablette montrant les chiffres d'inscription. Nous avons 15 enfants inscrits pour l'atelier de samedi. 2 viennent du foyer de groupe de Riverside. Le même foyer où Marilyn prétendait envoyer des dons qui ne sont jamais arrivés. Maintenant, nous nous y rendons vraiment. Parfait, je lui dis, en regardant un groupe d'adolescents à travers la vitre de la salle de conférence alors qu'ils déboguent leur premier programme de sécurité. Assure-toi que Jenny a commandé des pizzas supplémentaires. Mon téléphone sonne avec un email qui me coupe le souffle. La ligne de l'expéditeur indique « Myriam Grant, Sunset Manor Assisted Living ». L'objet, invitation à dîner le dimanche. Dîner du dimanche. 6 ans. 6 ans que je n'ai pas reçu d'invitation à un dîner de famille. Et celle-ci vient de grand-mère Myriam dans son nouvel établissement, pas de Douglas et Evelyn dans leur modeste appartement de l'autre côté de la ville. Le même papier cartonné crème. La même écriture élégante. Mais maintenant, la dynamique du pouvoir a complètement changé. Je le lis 2 fois avant que l'anxiété que j'attends n'arrive jamais. Au lieu de cela, je ressens quelque chose de plus léger. Le choix. L'invitation ne commande pas ma présence ni ne manipule ma culpabilité. Elle offre simplement une option, comme choisir entre des restaurants. Je tape sur répondre et j'écris. J'ai hâte, grand-mère. Dois-je apporter quelque chose? Pas de peur. Pas de remise en question. Pas de besoin désespéré de prouver ma valeur par un comportement parfait. Juste une petite fille qui dit oui à sa grand-mère parce qu'elle en a envie. Le souvenir refait surface sans y être invité. 3 mois de thérapie, le bureau du docteur Martinez avec ses murs gris apaisants et ses mouchoirs stratégiquement placés. Parlez-moi de l'approbation, avait-elle dit. J'ai passé 31 ans à essayer de gagner l'approbation de personnes qui n'allaient jamais la donner. Les mots étaient sortis comme une confession.
C'est comme demander des encas à un distributeur automatique cassé. Vous continuez à y mettre des pièces, à appuyer sur des boutons, à ne rien recevoir en retour, mais vous vous convainquez que la prochaine pièce fonctionnera. Le docteur Martinez avait hoché la tête. Que se passe-t-il quand vous arrêtez de nourrir la machine? Vous en trouvez une qui fonctionne. Ce moment de révélation où j'ai réalisé que chercher la validation de personnes toxiques n'était pas de la persévérance, c'était de la folie. La liberté émotionnelle de construire l'estime de soi par l'accomplissement et le service plutôt que par l'approbation familiale avait mis des mois à sembler réelle. Mais maintenant, elle vit dans mes os. Je n'ai plus besoin de leur fierté, je murmure au bureau vide. J'ai la mienne. La voix de Nolan vient du couloir alors qu'il discute des projections trimestrielles avec notre nouvelle recrue. Le mois dernier, je l'ai promu président de l'entreprise. Notre partenariat professionnel devenant le genre d'amitié à vie que je n'aurais jamais cru possible. Vanguard Shield s'est étendu à 4 États, protégeant les infrastructures critiques des cybermenaces, tandis que ses 23 employés aident les enfants à naviguer dans les dangers numériques. La reconnaissance de Forbes a conduit à des opportunités de conférences sur le leadership en cybersécurité. La semaine dernière, un autre entrepreneur nommé David m'a invité à dîner après ma présentation à Seattle. Non pas parce qu'il voulait quelque chose de mon entreprise, mais parce qu'il admirait la force qu'il a fallu pour reconstruire la réputation de ma famille tout en protégeant mes propres limites. Tu sors avec quelqu'un, avait observé Nolan lundi matin, souriant à mon sourire distrait. Peut-être, avais-je admis, réalisant que c'était ce que ressentait une attirance saine. Pas de besoin désespéré de prouver ma valeur, pas d'anxiété à propos d'agenda caché, juste 2 adultes qui respectent le travail de l'autre et veulent en savoir plus. Mon téléphone vibre avec un SMS de Tessa, j'ai vu le reportage local sur l'initiative de sécurité numérique. Maman dit qu'elle est fière de ce que tu construis. Tante Sandra, qui ne m'avait pas parlé depuis 5 ans, reconnaissant maintenant que peut-être je n'avais pas été la ratée de la famille après tout. Même l'entreprise de construction de l'oncle Robert passe un contrat avec Vanguard Shield pour ses besoins en cybersécurité, leur relation d'affaires étant basée sur le respect mutuel plutôt que sur une tolérance familiale obligée. 3 jeunes femmes entrent dans le hall, leurs cahiers serrés contre leur poitrine comme des boucliers. Elles sont là pour la session de mentorat mensuelle que j'ai lancée pour les femmes entrepreneurs confrontées au sabotage familial. Le mois dernier, Sarah a avoué que ses parents appelaient sa boulangerie, un hobby qui te mettra en faillite. Ce mois-ci, elle annoncera l'ouverture de son 2e emplacement. Le succès est la meilleure limite, je leur dis alors que nous nous installons dans la salle de conférence. Non pas parce que l'argent compte, mais parce que l'accomplissement parle plus fort que les explications. Elle hoche la tête avec l'intensité de personnes qui ont passé des années à défendre des rêves auprès de personnes déterminées à ne pas les comprendre. Je vois mon moi de 26 ans dans leur visage, cette faim désespérée de validation de sources qui ne la fourniront jamais. L'opinion de votre famille sur votre entreprise n'est pas le reflet de votre entreprise, je continue. C'est le reflet de leur capacité à reconnaître la valeur. Certaines personnes ne peuvent pas voir une forêt parce qu'elles se concentrent sur la critique de feuilles individuelles. Sarah lève la main. Et s'ils ont raison sur les risques? Alors vous faites des recherches, vous planifiez et vous atténuez ces risques. Mais vous ne laissez pas leur peur devenir votre plafond. Après leur départ, inspiré et armé de stratégies pratiques, je me rends à Sunset Manor pour le dîner du 79e anniversaire de grand-mère Myriam. 8 personnes réunies dans la salle à manger de la résidence assistée, Douglas et Evelyn étant notoirement absents. Marilyn est dans sa 2e année de prison fédérale, son audience de libération conditionnelle étant encore dans 18 mois. La cousine Tessa passe la purée de pommes de terre pendant que l'oncle Robert raconte des histoires de construction qui font vraiment rire Myriam. La conversation tourne autour de sujets familiaux normaux, ces histoires sur le club de lecture de l'établissement, mon dernier contrat gouvernemental protégeant les systèmes de vote dans 3 États. Pas de drame, pas de manipulation, pas de marche sur des œufs, juste une connexion normale entre des adultes qui se respectent. Parle-moi de ce jeune homme à Seattle, dit Myriam avec un sourire entendu. Il s'appelle David. Il construit des systèmes d'énergie renouvelable. Est-ce qu'il te fait rire? Oui. Bien. Le rire est important. Pas d'interrogatoire sur ses revenus, son origine familiale, son plan quinquennal, juste une grand-mère voulant que sa petite-fille soit heureuse. En rentrant chez moi à travers la ligne d'horizon de Denver en soirée, le siège de Vanguard Shield brillant parmi les tours, mon téléphone affiche 17 appels manqués d'un numéro bloqué. Probablement Evelyn,
essayant toujours de me culpabiliser avec des obligations familiales qui n'existent plus. Je les supprime sans les écouter, de la même manière que je supprime les spams. Un SMS de Nolan éclaire mon écran. Le gouvernement vient d'approuver le contrat d'infrastructure de 50 millions de dollars. Félicitations, patronne. 50 millions de dollars pour protéger la vie numérique des gens contre de réelles menaces. Mon sourire n'est pas pour l'argent, bien que la sécurité financière soit agréable. C'est pour la mission, le but, la connaissance que ma douleur s'est transformée en protection pour les autres. Je me gare dans le garage de mon immeuble et je récupère mon journal de la boîte à gants. La couverture en cuir est usée maintenant, remplie de 2 ans d'idées, de percées et d'observations honnêtes. Il y a 5 ans, je suis sorti de la maison de ma famille comme une ratée. Ce soir, je suis rentré chez moi, dans ma propre vie, comme un succès. La différence n'était pas l'argent. C'était d'apprendre que certaines batailles se gagnent d'elles-mêmes quand on arrête de les mener. Marilyn s'est détruite en essayant de me détruire. J'ai gagné en devenant quelqu'un qui valait la peine d'être protégé. La famille, ce n'est pas ceux qui partagent votre sang. C'est ceux qui sont là quand votre monde s'effondre. Et parfois, être là signifie s'en aller.